Radio Pays. C'était il y a 15 ans et quelques jours, le 27 février 2007. Un décret officialisait la naissance du parc amazonien de Guyane, le plus grand parc national français et le plus grand même de toute l'Union européenne. Un parc pour évidemment conserver et protéger la nature, mais aussi pour être un outil de développement économique, social et culturel. Pour parler de cet anniversaire, pour parler de ces 15 ans d'activité, nous sommes ce matin avec Pascal Vardon. Bonjour. Bonjour aux éditeurs, bonjour aux auditrices. Merci beaucoup Pascal Vardon d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du parc amazonien de Guyane depuis un peu plus de 3 ans. 15 années d'existence, c'est évidemment l'occasion de faire un bilan, mais j'aimerais déjà qu'on dise quelques mots sur ce à quoi sert le parc. On va dire tout le monde vous connaît sans forcément bien vous connaître, sans forcément bien cerner vos actions. C'est quoi, si vous deviez résumer vos missions, Pascal Vardon, vos actions, c'est quoi le parc amazonien de Guyane en quelques mots ? Le parc, c'est un outil pour réaliser un projet de territoire avec différents partenaires, les communes, les populations, les associations, les chefs coutumiers. Un projet de territoire qui a été décrit en 2013 par une charte et qui comprend, disons, 3 directions, 3 orientations, la nature, la culture et le développement local. Donc c'est un outil et c'est en même temps un périmètre, c'est un grand territoire. Quand on parle du parc, souvent on évoque aussi son périmètre, à peu près 40% du territoire de la Guyane, toute la partie sud, et évidemment des parties qui sont occupées par des populations sur des bassins de vie, côté Oyapok, côté Maroni, Saül également, et puis des parties qui sont moins peuplées mais qui font l'objet malgré tout d'usages très anciens, de chasse, de pêche et de pratiques de l'abatis également pour l'alimentation traditionnelle de ces populations. Et d'ailleurs, on le voit bien sur la carte du parc amazonien, il y a 2 sortes de territoires. D'un côté, ce que vous appelez la zone de cœur et de l'autre, la zone de libre adhésion. Dans la zone de cœur, vous êtes surtout là pour protéger la nature, et dans la zone de libre adhésion, la priorité, elle est mise sur le développement durable, avec tout ce que ça implique de projets économiques, sociaux, culturels. Oui, tout à fait. La zone de cœur fait l'objet d'une réglementation spécifique, comme dans tous les parcs nationaux, ce qui n'exclut pas d'ailleurs le respect des usages anciens. Il y a notamment, avant le parc, il y avait des zones de droit d'usage collectif qui existaient, elles ont été préservées. Et puis autour de ce cœur, il y a une zone d'adhésion, qui est une zone périphérique, soumise au droit commun. Ce sont toutes les autres réglementations, le droit de l'urbanisme, de l'environnement. Donc le parc n'a pas de prérogatives particulière sur le plan réglementaire, mais en revanche, il a des missions d'appui au développement local. Quel développement ? Ça se discute avec les gens concernés, évidemment, avec les communes, bien entendu, les communautés de communes aujourd'hui, mais aussi toutes les personnes qui peuvent représenter d'une manière ou d'une autre la population. À cet égard, on a mis en place un comité de vie locale, une espèce de conseil économique, social et culturel à la mode de Guyane, si je puis dire, puisqu'il fallait repérer des personnes engagées qui voulaient apporter un petit peu leur énergie et un peu de temps également sur des concertations avec nous pour choisir les bonnes actions. Et là, il y a tout un travail, puisque on est parti d'une feuille blanche et on a testé, on a essayé d'innover, on a imaginé des choses nouvelles. Et si on se retourne sur la période des 15 ans passés, on a un bilan intéressant, mais je veux dire que c'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre. On s'interroge toujours sur ce qu'on pourra faire demain et après-demain pour être efficace, pour essayer d'apporter une valeur ajoutée par notre action à ce qui se passe par ailleurs sur le territoire. Alors autant la protection de la nature et de l'environnement, je pense que tout le monde arrive rapidement à visualiser ce à quoi ça correspond et ce que vous faites concrètement pour protéger cette nature-là. Autant pour le développement économique, culturel, ça peut paraître un petit peu flou. Est-ce que vous auriez des exemples justement de projets que vous avez pu faire depuis ces dernières années ? Oui, bien sûr. Et déjà, pour revenir sur la première partie de votre question, la nature, c'est pas que le sujet qu'on a traité il y a quelques jours concernant la réduction de la pression principale, l'orpaillage illégal. Mais pour nous, la nature, c'est déjà aussi beaucoup la connaissance. Qu'est-ce qui existe dans cette forêt amazonienne ? La connaissance scientifique. Connaissance scientifique, mais aussi parfois la connaissance aussi de ce que l'histoire nous apporte. La connaissance des anciens noms, la
toponymie, ce mot qui traduit la manière dont on appelait les lieux avant que les Occidentaux arrivent finalement. Voilà, donc vous voyez, là on fait le lien avec une partie plus culturelle qui est le respect de la façon d'appeler les lieux par les populations qui existaient avant le parc et de loin. Et puis donc si on fait le lien avec la culture, il y a un patrimoine humain extrêmement riche, détenu par des anciens souvent et de façon non écrite. Donc il y a tout un enjeu à traduire et à capitaliser, à garder quelque part ce que les anciens ont en tête, puisqu'il y a aussi une jeunesse qui s'intéresse à la modernité et la transmission des anciens vers les jeunes n'est pas forcément automatique. On est rentré dans des dynamiques où la modernité se traduit par le fait d'aller au collège, au lycée, mais l'accès aux smartphones, aux réseaux sociaux, et c'est pas forcément aujourd'hui complètement spontané d'obtenir une transmission automatique entre les anciens et les nouveaux. Donc on agit aussi là-dessus. De quelle manière exactement, justement, là sur cette préservation, on va dire, de la culture et aussi de la nature? Vous m'avez donné des exemples. Il y a dans les têtes des anciens, chez les conteurs, Teko, Wayampi sur l'Oyapock, mais chez les Wayana c'est la même chose. Et les Bushinangé et les Aluku ont aussi en tête des contes, des histoires. Sur l'Oyapock, eh bien à Kamopi, on a mobilisé des conteurs, un conteur Teko, un conteur Wayampi, et on les a invités à raconter les contes anciens aux enfants. Et ça s'est traduit par un recueil de contes, traduit également en français dans les différentes langues. Ça veut dire aussi qu'il y a un travail sur les langues, avec les spécialistes aussi de ces langues, qui n'étaient pas des langues écrites. Et puis on a une artiste graphiste qui est venue pour animer une résidence d'artistes, qui a travaillé dans les écoles, et le livre est illustré par les enfants, et c'est un très bel ouvrage. Voilà, donc aujourd'hui on a quelque chose qui traduit cette transmission entre les anciens et des enfants, pour que ces anciens contes, nous on a les nôtres en métropole, moi je suis originaire de la métropole, donc le petit poucé, l'ogre, il y a un peu l'équivalent dans les cultures amérindiennes notamment, et donc ça méritait d'être conservé et même illustré, valorisé. C'est ce qui a été fait. Dans d'autres domaines, on travaille sur les pratiques, les savoir-faire, donc l'artisanat. Et parfois, on est entre artisanat et art. Ouais. On a de l'artisanat d'art. C'est le travail de l'arroument, c'est le travail de la perlerie, de la peinture de ciel de case, de la sculpture et de la peinture tembé. Et donc ça, c'est extrêmement riche. Ça fait l'objet, c'est pour ça que ça existe depuis 2009, du marché artisanal du Maroni, qui est l'occasion pour les artisans de montrer ce qu'ils font et ce qu'ils savent encore faire, et de vendre également, parce qu'il y a un enjeu économique bien entendu, et on vit de son savoir-faire, et ça fait aussi le lien avec le littoral, puisque ça commence à avoir un peu de notoriété et des gens viennent spécialement pour cette occasion-là. Ouais, d'où cette notion finalement de préservation du capital naturel, vous l'avez dit, mais également du capital culturel. On est sur un territoire où le lien entre l'homme et la nature est extrêmement fort encore, à travers ces ressources qui servent à l'artisanat, mais à travers aussi la dimension alimentaire, la chasse, la pêche, l'abattis traditionnel. Alors, à cet égard, ça nous fait un petit peu glisser l'alimentation vers le côté développement sur lequel vous m'avez interrogé tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des territoires qui sont en transition. Il y a la tradition et puis il y a la modernité, il y a des besoins nouveaux qui sont apparus, il y a une croissance démographique tout à fait importante, avec des besoins de passer à une agriculture qui reste traditionnelle pour les familles, une agriculture vivrière, mais aussi une agriculture orientée vers la vente au marché. Donc les marchés, il faut les organiser. Marie Passoula, Kamopi s'intéresse à ça, Papa Icheton également. Donc si on veut avoir, disons, une économie et une vie locale qui fonctionne, il faut aussi que des gens qui n'ont pas d'abattis puissent trouver des légumes frais,
frais, des fruits frais, et on s'oriente un petit peu vers ça. Donc préserver finalement, mais sans enfermer ce qui existe déjà pour ne pas empêcher le développement d'une activité ou d'une autre. Être en complément, pour répondre à des besoins nouveaux. Et j'ai cité l'agriculture, bien entendu, mais il y a certainement besoin à certains endroits que cette agriculture soit complétée par du petit élevage. Il faut gérer la fertilité des sols. Donc l'élevage, c'est les œufs des poules, mais c'est aussi le fumier que l'on va enfouir pour assurer cette fertilité. Les autres filières, c'est quand même les petites filières du bois, les filières des petits métiers. C'est pas péjoratif ce que je dis, au contraire. Les métiers de la construction, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, et notamment quand vous êtes un établissement public ou une commune, si vous voulez faire des travaux en utilisant les ressources locales, souvent vous ne les trouvez pas, en tout cas pas dans le secteur formel. Vous allez être obligé de faire intervenir une entreprise du littoral, qui sont très bien, mais qui forcément doivent se déplacer, amener des équipes. C'est forcément plus cher et ça ne concourt pas à un développement local à partir des ressources locales. Donc on essaye de se placer aussi sur ce secteur-là. Pour donner des exemples, on sait très bien qu'il y a plein de jeunes qui ont bénéficié de formation. Même s'ils ont pu être en échec scolaire, ils ont pu bénéficier de formations professionnelles par différentes voies, des lycées professionnels, lycée agricole de Matiti, le régiment du service militaire adapté. Le RSMA, bien sûr. Bien sûr, avec des formations tout à fait opérationnelles. Mais la difficulté, je pense aussi à des chantiers d'insertion. Il y en a eu dans le sud sur le bois, sur l'agriculture, sur les métiers de l'animation. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Mais la question, c'est de savoir comment ces jeunes, quand ils reviennent chez eux, comment ils peuvent se lancer dans une activité formelle avec un numéro SIRET et présenter un devis en tant qu'entreprise pour, alors pas forcément pour faire le lycée de Maripasoula, je parle pas de gros chantiers énormes comme ça, mais plutôt pour des petits travaux en bénéficiant de la commande publique. Donc on s'est interrogé sur ce sujet-là et l'État aussi nous a aidés parce qu'on avait besoin de financement. Les collectivités, la CTG, les communes, pour lancer une coopérative d'activité et d'emploi. Bon, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une entreprise partagée qui permet à des jeunes qui ont un savoir-faire professionnel de rentrer et de commencer leur activité sans avoir à gérer la charge administrative, le calcul des charges sociales, le calcul des impôts, l'assurance. C'est difficile et il y a une équipe permanente qui gère ça pour eux. Donc ça permet de tester, de faire un premier devis, une première commande, une première facture et de commencer à amorcer la pompe dans une activité formelle. Ces missions-là, Pascal Vardon, de développement, de liens renforcés avec les habitants des communes, c'est quelque chose de commun à tous les parcs nationaux de France ou bien il y a un accent particulier qui est donné à ces activités ici en Guyane et qu'on retrouve peut-être un petit peu moins ailleurs en France ? Alors en métropole, c'est clair que ce volet-là est beaucoup moins développé, même s'il y a, et c'est le cas ici aussi, des enjeux par exemple sur la filière tourisme. Filière tourisme qu'on espère également appuyer et appuyer en tout cas sa structuration. Le Covid a fait beaucoup de mal sur le déplacement des visiteurs et des opérateurs ne sont plus là, mais dans une logique, on pourrait être comme les parcs nationaux de métropole, mais aussi des parcs naturels régionaux. Alors là, les gens peut-être se perdent un petit peu dans C'est quoi les d'ailleurs la différence ? C'est vrai entre le parc amazonien de Guyane d'un côté et de l'autre le PNRG, le parc naturel régional de Guyane. En fait, depuis 2006, cette composante développement local attribuée aux parcs nationaux les rapproche des parcs naturels régionaux. La grosse différence aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a un parc national qui est un établissement public de l'État, en tout outil de gestion, et puis un parc naturel régional, c'est appuyé sur un syndicat mixte de collectivités, mais on est cousins germains, on se ressemble beaucoup. Pour répondre à votre question, oui, le parc amazonien de Guyane est particulièrement marqué par cet enjeu de développement local. Peut-être également au même titre que les autres parcs nationaux ultramarins, je pense à la Guadeloupe et à la Réunion, mais de façon beaucoup plus intense parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'équipements structurants à prévoir, les communes et les communautés de communes sont dessus, la CTG également, et nous on cherche à regarder où on peut apporter quelque chose de complémentaire.
Comment est-ce que vous travaillez d'ailleurs, vu qu'on parle de développement local, comment vous travaillez, Pascal Vardon, avec les communes? Il y en a 5, hein, si je dis pas de bêtises, Camopi, Maripasoula, Papaichton, Saint-Élie et Saül. Quel lien vous avez véritablement avec elles, avec toutes ces communes? Alors sur ces 5 communes, Saint-Élie est assez particulière pour nous parce qu'elle ne dispose pas de zone d'adhésion, hein. On n'a pas cette zone périphérique autour du cœur. Et donc on ne peut pas pratiquer des actions de développement local en appui de ce que la commune voudrait faire. C'est une particularité pour Saint-Élie. Pour les 4 communes, hein, 2 communes côté ouest, Papaichton et Maripasoula, à l'est, Camopi et Saül, eh bien, nous avons des rendez-vous réguliers pour définir des conventions de partenariat qui durent 3 ans, 4 ans. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, au risque de se disperser, eh bien, nous priorisons des actions qui seraient à faire tout de suite. Et c'est pas le parc qui les décide, c'est le parc et la commune. On regarde ce qui serait vraiment le plus urgent, réaliste à faire en 3 ans, 4 ans, parce que vous savez, il faut quand même du temps pour monter les actions et associer les partenaires. Et il ne faut pas se tromper, si on part sur de mauvais rails, on aura des mauvais résultats. Donc, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui, avec quel autre partenaire, et après on cherche des financements. Parfois ce sont des financements du parc, mais on n'est pas un grand bailleur de fonds, on n'est pas un grand subventionneur. Les financements existent la plupart du temps. Il faut aller les chercher, et c'est d'autant plus facile quand on est, disons, clairvoyant dans ce que l'on veut faire. D'où cette discussion, ce rendez-vous tous les 4 ans à travers les conventions. On a d'autres modes d'action qui sont un soutien au monde associatif à travers des toutes petites subventions. Chaque année, on a un appel à projet qui permet d'obtenir, alors c'est pas des grosses sommes, hein, c'est 1500, 3000 euros, mais ce sont des actions portées par les écoles, des associations en faveur de la jeunesse, en faveur de l'éducation à l'environnement notamment, et puis d'autres exemples autour de ce qui pourrait être vraiment utile à une animation locale. Et ce sont souvent des gens bénévoles qui les animent, donc on a 2 fois par an un rendez-vous pour sélectionner des bons petits projets qui sont très très efficaces sur le terrain. Alors on ne parlera pas ce matin, Pascal Vardon, d'orpaillage illégal. On vous avait reçu récemment pour faire un focus uniquement sur vos actions en matière de lutte contre l'orpaillage. L'interview, elle est d'ailleurs à retrouver sur notre page YouTube pour ceux que ça intéresse. Si je mets malgré tout le sujet plus ou moins sur la table, Pascal Vardon, c'est parce que l'orpaillage légal, il incarne quelque part ce difficile compromis à trouver entre développement économique et protection de l'environnement. On pourrait aussi mettre en avant le sujet de la chasse ou de la pêche dont vous avez déjà dit quelques mots. Qu'est-ce que le directeur du parc amazonien de Guyane pense de cet affrontement entre des visions du territoire qui sont forcément contradictoires? Écoutez, le directeur du parc, il prend en compte un contexte guyanais global. L'orpaillage illégal est surtout présent en dehors du périmètre du parc. On a juste une petite zone de recouvrement entre le schéma directeur d'orientation minière et puis le périmètre sur lequel le parc est installé. Nous, ce que l'on voit, c'est que sur les quelques cas que nous connaissons, on a autour des sites qui ont fait l'objet d'une autorisation légale, on a quand même eu de l'orpaillage illégal, c'est-à-dire que l'un ne chasse pas l'autre, c'est pas du tout évident de cette manière-là. Et on a de toute façon un gros sujet qui est lié à la logistique de déplacement des orpailleurs illégaux qui, même sur des sites légaux à l'intérieur du territoire, arrivent à se placer sur le même territoire. Pendant la durée d'exploitation ou après la durée d'exploitation. Il y a le phénomène de la repasse pour récupérer l'or qui a été laissé par les légaux. Donc moi je me positionne pas sur le débat, hein, sur le légal. Ma question portait pas forcément uniquement sur l'orpaillage, mais vraiment sur le développement économique qu'on a tendance parfois à affronter avec la protection de l'environnement. Oui, bien sûr. Les deux sont conciliables. Si vous voulez, on a toujours, et ça c'est chacun d'entre nous, on a cette difficulté à regarder ce qui est bien tout de suite et ce qui sera bien dans le long terme. Donc on peut voir que dans différentes activités, on va avoir un gain tout de suite, mais plus tard, on va en payer le prix. La question de la prise en compte de l'environnement sur beaucoup d'activités humaines, c'est bien ça. C'est regarder ce qu'on va gagner tout de suite, mais ce qu'on va perdre dans le long terme. Et c'est vrai qu'un parc national s'inscrit beaucoup dans le moyen et le long terme. Excusez-moi, je reviens sur l'orpaillage illégal. Pour nous, le succès sur l'orpaillage illégal, ça conditionne le succès
sur les autres orientations du parc. Et vous parliez du développement local. Il est évident que tant qu'on a de l'insécurité en forêt, tant qu'on a de la pollution des criques, tant qu'on a du mercure qui rentre dans la chaîne alimentaire par les poissons, eh bien, on a une entrave au développement à moyen et long terme, parce que ça touche les populations. Voilà. Et donc, que ce soit pour l'orpaillage illégal, pour l'exploitation du bois, pour toute autre activité, on va avoir ce regard entre ce que ça apporte tout de suite et puis ce que ça va apporter sans doute plus négatif à long terme. La question de la qualité de l'eau, la qualité des rivières s'inscrit totalement dans cette logique. Est-ce que la carte du territoire du parc, le territoire, je vais y arriver, du parc amazonien, il a vocation à grandir encore, à s'étendre encore dans les années à venir, Pascal Vardon? Non, c'est pas du tout un sujet d'actualité. On a beaucoup à faire sur le périmètre actuel. Donc à l'occasion des 15 ans du parc, on regarde ce qu'on a fait, on fait un bilan. Comme je disais tout à l'heure, rien n'est gravé dans le marbre. On n'a pas fini d'imaginer avec nos partenaires sur le territoire des actions nouvelles. Oui. On tient compte de ce qui a marché, on tient compte de ce qui a moins bien marché. Globalement, c'est tout à fait positif, mais on a de nouvelles, bonnes idées à développer. Et peut-être que certaines bonnes idées que l'on croit bonnes aujourd'hui vont s'avérer moins bonnes et on va les abandonner. On sera toujours dans cette logique de regarder en arrière et de regarder en avant. Il y a des grands projets là qui sont en cours, qui sont dans les cartons pour les mois, pour les années à venir au niveau du parc amazonien. Du point de vue de la biodiversité, on n'a pas fini d'explorer le parc amazonien. Il y a beaucoup de zones qui sont encore des zones méconnues du point de vue des habitats naturels et des espèces. Donc envoyer des scientifiques faire des inventaires, voilà. C'est ça de la biodiversité. Donc on a une stratégie scientifique sur 10 ans avec un nouveau conseil scientifique d'ailleurs depuis cette année qui nous projette dans les 10 ans à venir pour compléter la connaissance. Et elle sera extrêmement utile pour dans 20 ans, dans 30 ans, essayer d'avoir des éléments d'évaluation sur le changement climatique, par exemple. Donc là, on a beaucoup à faire. Le développement local, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet qui est sans fin, qui doit toujours être évalué. La population augmente, Maripasoula, c'est une des communes qui a parmi les grands taux de croissance démographique chaque année. Et donc, quand on veut, ou quand un maire veut régler un problème, y a une nouvelle contrainte, une nouvelle pression qui s'exprime parce que la croissance démographique a fait augmenter la population. Donc j'ai retrouvé les chiffres et je me permets de vous couper. On était à 200 000 habitants en 2007 lorsque le parc amazonien est arrivé. On est à 300 000 à peu près officiellement aujourd'hui. De quelle manière, dans quelle mesure vous tenez compte justement des évolutions de la Guyane dans, on va dire, l'évolution de vos projets à vous par rapport aux objectifs initiaux du parc amazonien? Écoutez, on se cale beaucoup sur ce que les élus projettent, la façon dont ils voient l'évolution du territoire. Je vais prendre l'exemple de Papaichton. Papaichton, c'est une perspective de développer l'écotourisme. C'est une volonté communale, c'est pas le parc qui l'a inventé. Papaichton, capitale du pays Boni, on va s'inscrire dans cette dynamique-là. On va essayer d'accompagner le maire sur les projets qu'il souhaite réaliser et qui sont compatibles avec notre charte. Et pour tous les autres territoires, c'est la même chose. À Camopi également, Saül. Et alors Saül, je reviens juste sur Saül. Saül, c'est l'exemple d'un petit village qui a fait une transition entre l'orpaillage au 19e et au 20e siècle, et puis aujourd'hui une économie fondée sur l'écotourisme. Ça a été rendu possible par l'éradication localisée de l'orpaillage illégal. Voilà, on veut s'appuyer sur des bons exemples comme ça pour rebondir avec les élus, avec les chefs coutumiers, avec les populations et les associations pour aller de l'avant. Et on passe peut-être de devenir Saül le village préféré des on Français. On le souhaite. Voilà, merci beaucoup Pascal Vardon. Tout le monde est invité à voter pour Saül. D'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le directeur du parc amazonien de Guyane. En quelques mots, il y a des actions là de prévues dans les jours qui viennent pour célébrer les 15 ans du parc. Alors écoutez, on sort de l'état d'urgence sanitaire, donc nous n'avions pas programmé juste pour la date anniversaire. On va essayer de le faire, peut-être au mois de juin, et puis peut-être dans des dates différées pour faire des événements également délocalisés sur le territoire, dans les communes du parc, Maripasoula, Camopi, Saül et Papaichton notamment. On en parlera, on le mettra en avant sur nos antennes et sur nos réseaux. Merci beaucoup, merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous. Radio Pays.